Salut YouTube, c'est Politique pour Abonnez-vous matin. Petit message pré-vidéo, juste pour vous prévenir qu'il y a eu quelques petits bugs dans le live de ce vendredi. Donc ne vous étonnez pas sur ce replay. En fait, c'est l'hébergeur Cloudflare qui a eu des problèmes. Donc on n'a pas les éléments de stream dans la première partie de l'émission. Il y a aussi un peu de bruit de travaux. Voilà, c'était juste pour vous prévenir que ça va être un peu bizarre, mais j'espère que ça ne vous empêchera pas de suivre le contenu de l'interview. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, et ben écoutez, je suis flottant dans le monde mystérieux des idées ce matin, je vais me mettre même en plus grand, puisqu'il se trouve qu'on a un petit problème de Cloudflare, donc un serveur de Cloudflare qui ne fonctionne pas, donc on a la moitié des décors qui ne sont pas là, mais écoutez, on va s'en sortir, on va réussir. Donc vous êtes sur un stream minimaliste en fait ce matin, c'est volontaire hein, bien sûr, une média partinale dénuée de tout, de toute fioriture, hein, c'est un petit peu comment dire la modestie hein, et puis c'est de gauche hein, bien sûr hein, d'être moins encore moins de monde de vendredi que le reste de la semaine. Et oui. Et vous avez en plus en prime des travaux derrière moi, donc voilà, c'est vraiment c'est formidable. On est sur un strike absolu. Vous êtes dans Abonnez-vous matin, c'est de 10h à midi dans les bureaux de Mediapart. Vous avez probablement vu l'amélioration de qualité de la caméra et ça c'est déjà pas mal. Ce matin, on va parler de création sur Internet, on va parler d'essais YouTube, on va parler de jeux vidéo avec mon invité. Alors vous allez voir, c'est encore plus flottant puisque je vais faire apparaître Pierre devant vos yeux ébahis. Voilà, salut. Ça va? Ouais, Merci. ça va. Bah merci, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Écoute, vous voyez que le le setup est un petit peu frauduleux. Notre invité flotte à mes côtés avec le bruit de perceuse en fond, donc c'est formidable. Écoutez, ça va être sportif, mais ça va être intéressant quand même. Pierre, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. En plus, on est là pour parler d'un sujet qui t'intéresse particulièrement parce que tu as sorti une vidéo dessus. Alors, je vais te présenter hein, pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu as une chaîne YouTube depuis maintenant 10 ans où tu fais de l'essai jeux vidéo. Tu crées des formats différents sur le jeu vidéo, que ce soit des formats un peu longs, des podcasts, des formats plus courts, d'analyse sur le JV. Je vais mettre le lien de ta chaîne d'ailleurs dans le chat, comme ça les gens pourront voir un petit peu ce que tu fais. Voilà, j'arrive. Hop, il y a le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse. Un vrai invité de gauche, tout, le son, la cam, tout est ok, tout fonctionne. Le chat dit ça, tout fonctionne. D'ailleurs, n'hésite pas si tu veux ouvrir un live, je sais pas si tu l'as déjà fait en parallèle, hein, si tu, comme ça tu peux voir les questions du chat et tu veux rebondir sur ce que disent les gens, il y a pas de souci. Je vais faire hyper simple, je te laisse mettre, host, c'est toi. je, C'est toi qui host. je host, je host. Et du coup, donc j'ai mis le lien de ta chaîne et tu as sorti là il y a quelques jours une vidéo où tu as fait une vignette qui m'a fait marrer avec marqué 10 ans sans buzz en gros dessus, où tu expliques en fait que ça fait 10 ans que que t'es sur YouTube et que t'as pas réussi à faire de vues et que t'as pas réussi à percer. Et pourtant, bah, ça fait 10 ans que tu fais ça, ça fait 10 ans que tu fais des essais, ça fait 10 ans que tu continues et on verra ensemble que ça t'a quand même permis de faire des choses, notamment au niveau professionnel. Donc ça remet un petit peu aussi en perspective ce que c'est le buzz sur Internet. Pour commencer, est-ce que ça t'a déprimé un moment ce constat de se dire on peut faire 10 ans de vidéos sans que ça fonctionne? Alors, il y a plein de choses, mais c'est vrai que, bah, de toute façon, les algorithmes, c'est toujours un petit peu le truc qui embête les créateurs de contenu et qui les obsède un peu en tête. Alors moi, la différence, c'est que j'ai jamais été, full-time job, là-dedans, j'ai toujours été, tu sais, avec un taf. Moi, je suis prof, dans la vie, donc c'est vraiment un à côté. Mais il y a une espèce de dynamique de performance, tu sais, on est censé, croître, hein, on est censé, augmenter. Ouais. Et moi, globalement, j'ai plutôt je vais rester sur une base départementale, une base, stable. Et c'est vrai que, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, quand tu es là depuis 10 ans parce que, ça te ce côté de pas croître, ça te dit, quelque chose, tu sais, comme si, ton contenu n'était pas bon
ou qu'il faudrait remettre des choses en cause, améliorer les miniatures, enfin, Mmh mh. tout est remis en cause constamment Ouais, puis par ça cette dit espèce de ça dit beaucoup sur la création sur internet. Bah, c'est pour ça que je voulais te ouais, discuter avec toi ce matin. C'est qu'en fait, on a beaucoup de créatrices et de créateurs. On a beaucoup de créatrices et de créateurs qui, la plupart d'ailleurs, l'immense majorité n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils et elles font. mmh, ah Et oui. pourtant, pas mal de gens qui continuent, à faire ça par passion et à produire également des vidéos. Et toi, tu disais, parce que tu essaies aussi une multitude de formats malgré tout, qu'est-ce qui te pousse en fait à continuer? Bah, j'adore ça. Je pense c'est ce que je voulais te dire aussi, c'est que je pense que ce qui m'aurait fait abandonner, c'est aussi si j'avais si j'avais pas fait ça pour les bonnes raisons. J'adore faire de la vidéo, j'adore, écrire sur le jeu vidéo, vraiment c'est un truc, plus que tout quoi, tu vois? Genre, c'est vraiment, je pense, la chose que j'aime le plus faire et puis le côté un peu total de la vidéo, tu sais? Genre, l'humour, le montage, la musique, tout ça, c'est une forme artistique qui est hyper plaisante et je pense que les personnes qui ont déjà essayé un peu de gratter là-dedans, tu peux très vite, adorer. Faut s'aimer un peu soi aussi parce qu'on s'entend beaucoup en voix off, en truc, en et cetera. Mais voilà, c'est une forme que j'adore et c'est pour ça que, au bout de 10 ans, j'avais envie de faire un espèce de bilan de c'est quoi, voilà, c'est quoi pas buzzer sur internet, tu vois? Mais toujours être là et probablement être toujours là dans 10 ans parce que moi, il y a aucune raison que j'arrête, même si YouTube me dit que les gens cliquent plus sur mes vidéos. Ouais. Parce que, ouais, il y a ça aussi, c'est que, tu des applis, genre le YouTube Studio, tu vois? Qui est l'espèce de sous-base des youtubeurs qui leur donne, voilà, le taux de clic par impression, le watch time si précieux aux youtubeurs, de savoir, voilà, est-ce que les gens sont encore là dans ta vidéo au bout de 5 minutes et cetera et les en fait, les indicateurs, ils te disent: «Bah, écoute, Pierre, rentre chez toi, arrête, ça sert à rien». Parce que, il te fait un top 10 aussi, par exemple, de tes vidéos. Il te dit, «Celle que tu viens de sortir, c'est la 10e sur 10». Genre vraiment, c'est la moins bonne que tu aies faite sur les 10 dernières, tu vois? Donc, c'est des outils qui sont censés être là pour, performer, tu vois? Ouais, en fait, Et au tu as une, final, il peut tu être une hyper pression, décourageant. donc t'inquiète, tu une pression, sur, quelque chose qui devrait être quelque chose de créatif, de culturel, quelque chose d'imaginatif, et tout, mais en fait, ça donne une pression à la performance et au public, quoi, et au clic, aux vues. Exactement et en plus, franchement, il y aurait pas ces outils, tu y prêterais beaucoup moins attention. Tu te poserais pas la question à chaque vidéo, «Tiens, j'ai, 10 de personnes qui cliquent moins que d'habitude, nanana. Il aurait fallu peut-être que je la publie à 18 heures et pas à 17h30 parce que» tu comprends? Ouais, Et tous ces trucs-là, c'est hyper obsédant parce que, YouTube fait tout pour te les mettre en highlight, tu sais, pour te dire, et bien sûr, il te félicite quand par miracle, celle-ci fonctionne mieux que les autres, et il te dit: «Tu devrais faire que ça d'ailleurs, vraiment, celle-ci, c'était celle-ci qu'il fallait faire». mmh mh. Et d'ailleurs, donc du coup, la vidéo 10 ans sans buzz, Ouais, YouTube m'a remercié. ils t'ont Il m'a dit, dit: «Ce qui serait bien, c'est que tu fermes ta chaîne tous les mois, comme ça fait venir des gens». ouais. Et parce que tu t'expliques dans cette vidéo, qu'effectivement tu pas eu ça a pas percé, ça a pas fonctionné, mais que pourtant, malgré tout ça, et ça c'est peut-être plutôt, un message positif par rapport à ce qu'on dit sur les algorithmes, sur la course aux vues, la course aux clics, c'est que YouTube, t'a permis quand même de faire plein de choses. Tu pu sortir des bouquins, tu as pu enseigner aussi grâce à tes vidéos YouTube. Comment ça s'est fait et qu'est-ce que tu en retires aussi de ça, par rapport à l'idée de pas forcément réussir à avoir des vues, quoi? J'ai eu en commentaire, des gens hyper sympas qui m'ont dit, «Pierre, c'est le youtubeur préféré de tes youtubeurs préférés». C'est hyper touchant, ça m'a fait, vraiment, très chaud au cœur. Dans ce sens, tu sais que, des gens te regardent, mais pas «le grand public» entre guillemets. D'où l'idée, je te disais tout à l'heure, départementale, tu sais, tu es au fond de un petit lieu-dit, tu arrives chez moi, je te reçois, ça me fait plaisir. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que très vite, même si, la chaîne n'a jamais donc quand je dis été emportée par les algorithmes, c'est genre, tu vois, une vidéo qui fait 50 000, 100 000 vues, qui serait vraiment pris, au niveau du grand public. Mes vidéos, en général, elles font entre 1 000 et 5 000 vues, ce qui est hyper bien, hein. Je veux dire, plein de gens qui se lancent dans le jeu vidéo, sur internet, ou sur les essais tout court en général, n'arrivent même pas à il y a des contenus de qualité qui franchissent jamais 1000 vues, et cetera. Donc je me sens déjà hyper chanceux parce qu'en fait, les gens qui m'ont regardé, m'ont emporté avec eux, quoi. Je pense à Sœur d'édition, qui m'a trouvé du coup par ce biais-là et qui m'a permis d'écrire sur Final Fantasy VII.
un premier livre et puis un deuxième là qui arrive en début d'année, prochaine, en 2026. Je pense à la revue Immersion avec laquelle j'ai fait des choses aussi. L'école, de la haute, école Albert Jacquard, à Namur, qui est une école publique de jeux vidéo. C'est l'équivalent de l'Enjamin mais, en Belgique, OK. donc une école publique. Et là-bas, l'un des personnes, des directeurs là-bas est venu me chercher sur Twitter. Enfin, je veux dire, improbable, on cherche des profs, nin et je me suis retrouvé à faire prof en distanciel et même à faire un workshop, là-bas. Donc c'était vraiment, une année, assez incroyable. Donc et tout ça par YouTube. Donc c'est vrai que alors, par la plateforme qui te permet de communiquer, mais c'est surtout tu te dis, tout en étant assez «indé» entre guillemets, d'avoir fait autant de choses, et j'en oublie là déjà parce qu'en fait, j'ai aussi rencontré pas mal de camarades qui eux ont des audiences plus élevées. Je pense à Atomium, à Nostalgeek, à Toujours Thomas, à Tetril, enfin il y a plein de personnes comme ça sur internet et qui, eux, en tout cas ont tourné leur vie vers YouTube. Donc vraiment c'est plein de très belles rencontres, là-dessus et avant tout, bah, c'est la nature du contenu, quoi. C'est la nature, des propos, des essais, de la poésie, j'ai fait des choses comme ça, des podcasts, qui a mené ces gens, vers moi et donc Mais hyper content de ça. ça peut être un message assez positif aussi parce que c'est vraiment un milieu, j'ai vu passer, Nicolas, qui fait des mèmes par exemple, Nicolas Le Web, dans le chat, effectivement c'est des milieux où on est très, très lié, aux questions, purement, de nombre quoi, mais de voir qu'en fait, et ce qui se dit aussi dans le milieu de la musique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une petite communauté et en fait, avec des liens, avec du réseau et avec des liens assez forts avec certaines personnes, on peut réussir en fait à alors pas forcément en vivre, mais il y a des gens qui arrivent à en vivre sans Mmh. forcément avoir une énorme communauté et ça montre qu'il y a d'autres modèles possibles au-delà des plateformes en fait, tout simplement. Tu vois, par exemple, la vidéo de ces 10 ans sans buzz, c'était aussi l'occasion de changer d'alias et d'avoir une nouvelle chaîne pour tester un petit peu. J'avais plus envie de m'appeler forcément Pierre sur les internets, donc maintenant je vais m'appeler Gringala, voilà. Et cette chaîne, en faisant cette vidéo, je voulais voir aussi un petit peu, parce que j'ai pas un Patreon, par exemple. Moi, j'ai pas besoin d'argent pour vivre, donc je me sens pas légitime, par exemple, de lancer, forcément un Patreon pour me financer moi sur internet et cetera. Je fais ça sur mon temps libre et l'idée, enfin, en tout cas pas dans un premier temps. Mmh mh. Heu et un truc qui m'a hyper touché, c'est de voir que, par exemple, donc j'ai 6 500 abonnés, sur YouTube et en fait, il y a 700 personnes, là, actuellement, qui se sont abonnées à cette nouvelle chaîne Gringala et pour OK. faire cette démarche, bah, c'est bête, il fallait regarder la vidéo ju en son entier, aller en son terme et à faire l'acte de vraiment, tu vois, te dire: «Bah, je vais m'abonner à cette chaîne où il y a encore rien dessus» et pour moi, ça a été hyper touchant parce que je me suis dit: «Bah, là, c'est un espèce de socle, hyper resserré, hyper fidèle de gens qui, entre guillemets, «croient en toi» ou en tout cas ont envie de te soutenir ou envie de voir la suite, quoi et ça m'a vraiment réconforté, enfin vraiment, de porter en tout cas, de me dire, ça voilà, ça c'est les gens qui ont envie de continuer, enfin c'est hyper beau. 700 c'est énorme en fait, quand Mmh. parce qu'on est toujours là à la course du chiffre, mais quand tu réalises qu'il y a vraiment 700 personnes qui se sont dit: «OK, on y va», Mmh mh, mmh. heu Mais ça me fait penser à ce que disait je sais plus quel artiste disait ça, mais des gens qui étaient dans la musique, qui disaient que c'est un peu pareil. En fait, on a l'impression que grandir toujours plus, ça peut être la solution, mais en fait, il y a des alternatives, en termes de structure, qui permettent d'avoir, du succès ou d'avoir, de la rétribution avec une plus petite communauté. mmh. J'allais te dire aussi, par exemple, le temps long, en fait. Parce que nos sociétés, elles pensent tellement à une compression du temps libre, du temps du travail, de l'efficacité, vous en avez les premiers relais, vous en aviez été les premiers relais avec Usul, avec «Ouvrez les guillemets» et cetera, et en fait, j'aime bien cette idée aussi de finalement, sans buzz, d'être un peu dans l'opposé aussi. C'est on m'a déjà dit: «Pourquoi tu es toujours là?» ou en tout cas, «Moi à ta place, j'aurais abandonné» aussi, on m'a dit des choses comme ça et finalement d'être sur un temps long qui n'est pas celui de l'instantané, qui est pas celui de la croissance rapide, ces choses-là, ça a un bon effet aussi. J'ai vu des personnes, par exemple, être pris, par une vidéo qui buzz, par exemple, et tu pas préparé. Tu vois? Genre, par Ouais. exemple, tu fais une vidéo, elle fait 100 000 vues et hop, après tu ressens une déception, parce que les autres vidéos derrière ne feront peut-être plus jamais 100 000 et heu et tu t'en veux à toi et tu te dis: «Qu'est-ce que j'ai pas bien fait?» et cetera
Je pense que moi, je suis un peu dans la démarche inverse. Si un jour ça arrive, si la vague arrive, je serai prêt peut-être, j'en sais rien, moi, je dis des bêtises, Oui, hein. mais ce que tu dis, c'est aussi un peu l'arbitraire, des algorithmes parce qu'on a des petits, youtubeurs ou youtubeuses, qui se retrouvent avec j'ai l'impression que la personne fait exprès d'attendre que je pose une question, pour pour venir. Des petits youtubeurs et youtubeuses qui se retrouvent, en fait, avec une vidéo qui fait 150 000 vues, mais c'est un côté arbitraire de l'algorithme qui peut être, très destructeur, en fait, pour des gens qui ont pas l'habitude. Ouais et puis j'imagine, par exemple, tu vois, là, aujourd'hui, tu me vois en visage, mais c'est des choses que je fais pas. Moi, je suis une voix off, sur internet. Là, c'était aussi pour le côté sympa de se voir et mais tu vois, par exemple, il y a des choses où j'ai toujours assez fait attention parce qu'il y a aussi le culte de la personne sur internet. Heu, on sait qu'on séduit énormément avec nos phrases, avec nos punchlines et cetera, avec les abonnez-vous. D'ailleurs, abonnez-vous à Mediapart. Il y a un petit Merci, bouton là merci, merci, je vais remettre le bouton. Abonnez-vous. Voilà. et du coup, moi, c'était une ligne rouge, par exemple. Je voulais, le but, c'est pas qu'on me voit en face cam et cetera, il y a déjà bien trop de biais qui peuvent, entre guillemets, rendre les gens, enfin séduits par ce qu'on fait et je savais déjà que rien que le montage, la voix, la musique, c'était déjà énorme. Donc je voulais pas, entrer là-dedans, puis aussi pour ma vie personnelle, tout simplement et Gringala s'inscrit aussi dans cette démarche-là de changer un peu d'alias et de faire disparaître mon prénom aussi. Je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. Ouais, de dépersonnaliser un Voilà. peu pour éviter, tous les effets qu'on a de parasocial dont on parle beaucoup aussi avec les créatrices Beh, et créateurs de ouais. contenu. Beh, surtout, tu vois, par exemple, je pense, à toi, par exemple, je sais pas, ce que ça donne, ta vie privée, tu vois? Mais, je trouve ça toujours hyper courageux de parler politique à faire ça, à visage découvert, tu vois? L'astuce, C'est c'est toujours d'être un truc, totalement inconscient quand tu commences. ouais. Mais tu sais, alors toi, tu as commencé vers 2017, Host, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Et moi aussi, c'est un peu la période où je suis arrivé. 2017, parce que je commence en 2015, mais vraiment le moment où ça commence à aller à fond et où je commence aussi à parler de politique, hein, au travers de ce que je faisais. Puisqu'en fait, on est toute une bande à être, le jeu vidéo de gauche aussi, hein, faut préciser. Ouais. Moi, mon école, c'est, à la base, c'est Usul, c'est le 3615 et c'est avant, c'est Usul sur Dailymotion pour te dire, Ah oui, donc à vraiment, l'ancienne. à l'ancienne, voilà. Donc quand Usul est arrivé sur jeuxvideo.com, pour moi, c'était fou. Je me disais: «Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe?» machin, et cette école de pensée, c'est-à-dire les Dorian et cetera, qui parlaient de jeux vidéo en parlant de sociologie, de politique, d'art, de poésie et tout, c'est vraiment moi ce qui m'a lancé. Donc quand je me suis «lancé» sur YouTube entre guillemets, très vite, j'avais envie que tous ces thèmes soient là, avec moi dans mes textes et c'est hyper beau de se dire que maintenant ça a une vraie place sur internet, même si peut-être, ça fait moins de bruit que les vidéos à buzz, de l'extrême droite sur le jeu vidéo. Mais en tout cas, c'est là, quoi. Oui, puisque pour préciser un peu, ce que tu fais en général, on est sur, un peu donc voix off, avec du montage, d'illustrations de jeux vidéo et tu es sur des un peu thème essai, jeux vidéo, hein. Tu as cité quelques autres créateurs, de contenu, hein, Nostalgeek, toujours Thomas, que vous connaissez peut-être si vous suivez ce genre de vidéos. Mais aussi, c'est que ta position, j'ai l'impression te permet pas mal d'expérimenter. Parce que j'ai vu dans ta vidéo, sur la fin de ta chaîne que tu disais que tu avais fait énormément de formats différents. C'est un truc que tu on se permettrait peut-être moins si on avait plus de vues, on veut continuer à faire ce qui marche parce que ça marche. Comment tu vois ça, toi, cette idée de terrain de jeu? Un peu, tu as des émissions inspirées tu as fait une émission là qui est inspirée de Blow Up d'Arte, par exemple, sur les jeux vidéo avec les titres en super. Tu le disais, tu as des trucs qui sont un peu de la poésie, qui est pas forcément un truc qui va fonctionner, on le sait évidemment. Tu as des trucs plus classiques de podcast ou d'essais, voilà, tu te permets aussi un peu de faire des choses très différentes. Je pense que ça vient de mon caractère aussi, moi j'adore, tester plein de trucs, être un peu dans tous les sens, et dès que j'ai une idée, vouloir la monter, la monter. Il y a aussi tout simplement des fois les moyens. Des fois j'ai lancé des choses, qui étaient plus grosses que moi. Par exemple, tu cites, Ploy, donc l'émission que j'ai lancée un petit peu pour fermer cette chaîne de pierre, qui est un équivalent de Blow Up à Arte, mais pour le jeu vidéo et typiquement cette émission, j'y ai mis beaucoup de cœur, mais en fait, elle m'a dépassé en termes de quantité de travail. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'on soit 2 ou 3 pour la faire, si je veux, moi, pouvoir faire autre chose de ma vie à côté et sans être à temps plein, dans la création, c'est pas possible. Mais ouais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, toute forme d'art, en général, j'écoute beaucoup de musique, je chante et je fais de la guitare aussi dans ma vie perso, j'ai un groupe avec des copains. J'aime j'ai toujours été fasciné par plein de choses et je pense que c'est ce qui fait que j'aime autant le jeu vidéo, c'est que c'est, ce côté art total, qui peut te pénétrer de tellement de manières, genre que ce soit la musique, que ce soit le gameplay et cetera
et je pense que c'est pour ça que depuis en gros, la fin de mes études, j'avais fait une pause quand j'étais gamin, j'avais arrêté de jouer, je dis gamin, adolescent, on va dire, et en 2011, parce que là j'ai 37 ans, donc ouais, j'avais quoi, 23 ans, tu vois? Je me suis remis vraiment à jouer, et je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi j'avais arrêté le jeu vidéo? C'est tellement parfait», et je sais pas pourquoi je commençais à te dire ça, mais oui, voilà, et du coup, c'est vrai que le jeu vidéo, il a tellement de façons de pouvoir être regardé, il est tellement non binaire, hein, en fait, hein, qu'il y a des dizaines de façons de l'aborder. D'ailleurs, on le voit sur YouTube où des gens se sont spécialisés dans l'analyse des musiques de jeux vidéo, dans maintenant ce qu'on appelle le storytelling. Donc les gens aiment raconter, le jeu sans qu'on y joue, avec un côté narrateur, et cetera. Chose qu'avait fait d'ailleurs Usul, bien avant, heu, bien avant The Great Review. C'est hyper marrant ça. Mais bon bref, donc voilà, donc je pense que ce qui motive aussi ce côté hyper, constellé des approches, pour parler de jeux vidéo, c'est le fait qu'il soit à ce point-là multifacette, quoi. Puis tu as aussi la possibilité tout simplement d'avoir une approche, pratique, c'est-à-dire de jouer en direct, des approches de performance, du speedrun, ce genre de choses Ouais, qui sont aussi voilà, tout voilà. un ensemble de vidéos, sur le jeu vidéo. Heu, je regarde un peu les Bon. chats. Nicolas qui dit: «Ça y a aussi le plaisir, dans la création d'avoir le retour de personnes dont on apprécie le contenu, d'avoir des retours positifs». Mais ça, c'est la question de la communauté aussi, de dire c'est pas forcément le nombre, mais c'est plutôt les gens qui vont regarder ce qu'on fait aussi qui comptent. J'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est qu'en restant petit, entre guillemets, tu pas trop de haters, j'ai eu assez peu d'expérience de haters, en 10 ans. Alors j'en ai eu, hein, attention, parce qu'il y a des jeux, qui sont un peu intouchables, et quand tu parles de certains jeux pour pas en dire exactement ce que les gens ont envie d'en entendre, ils peuvent le prendre mal. Mais j'ai Mais, l'impression, excuse-moi, globalement, je te coupe, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de haters dans le genre de trucs culturels que si tu parles de politique sur certains aspects. Moi, j'ai l'impression que ah, c'est vrai? quelqu'un qui va dire du mal de certains jeux, va immédiatement se prendre des messages extrêmement violents, aussi. Alors que tu peux dire du mal de Mélenchon et que ça passe, c'est ça? Non, C'est peut-être pas cet exemple-là, mais Hem et tu vois, j'ai fait des vidéos entre guillemets, les vidéos les plus polémiques, les plus dislikées, de la chaîne, c'était les vidéos les plus radicales aussi, par exemple, j'ai fait une vidéo sur les poils pubiens dans Stellar Blade. Bon, Stellar Blade, jeu de Corée, du Sud, qui a une représentation assez misogyne des femmes, mais qui est le reflet en fait de sa société, assez complètement misogyne d'ailleurs, qui est une espèce de, et du coup la Corée du Sud, qui a une injonction sur le corps des femmes qui est, une espèce de version, alors différente des États-Unis, parce qu'en fait, c'est une espèce de c'est leur propre système à eux, mais il y a un truc comme ça, hyper contrôlant, et en gros, je disais que dans le jeu, les méchants ressemblent tous à, des zizis, des vulves, et avec, des poils, quoi. Donc c'était pas anodin que le personnage qu'on incarne soit à l'inverse, tout sauf pubère, avec un corps qui est, en pure male gaze totale. C'est-à-dire que le corps est mis à disposition du joueur prétendu hétéro, et et cetera. Et en fait, le jeu commence même sur une scène de fécondation. C'est-à-dire qu'on est vraiment un spermatozoïde qui perce un ovule, et etc. Donc enfin, vraiment, toutes les métaphores sont là. Il y a des monstres en forme de testicules, il y a des gigantesques monstres en forme de vulve et de clitoris, et cetera. Et du coup, quand je sors cette vidéo, pour moi qui me paraissait absolument légitime, parce que je veux dire, quand j'ai lancé le jeu, j'ai fait: «OK, c'est pas très subtil». Mais on m'est tombé dessus évidemment, les fans du jeu, qui n'avaient pas cette lecture-là, me sont tombés dessus, en me disant que j'avais un biais terrible. Alors j'ai supprimé les commentaires haineux qui m'insultaient, mais que j'avais un biais idéologique. Ce à quoi on pourrait répondre: «Qui n'en a pas, mon très cher?» oui. Car Bah, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de réintroduire, on va peut-être parler un peu de jeux vidéo, parce qu'on a pas mal parlé de création sur internet et de rapport, au public, au nombre de vues et tout avec Pierre, hein. Je redis les gens qui arrivent en ce moment, l'amitié, c'est Pierre, de la chaîne Pierre Lovati, qui vient de se terminer là, et tu ouvres une nouvelle chaîne, heu, tu as ouvert déjà la chaîne, mais tu vas sortir une vidéo dans les jours qui viennent. Effectivement, l'idée de remettre la création vidéoludique dans son contexte, politique et social, c'est quelque chose de très, central aussi dans ce que tu fais. Et il y a une vidéo que tu as faite que j'ai beaucoup appréciée, c'est la vidéo sur le premier jeu Sonic.
Et en fait, tu dis un truc qui est, en fait, m'a paru assez évident quand tu l'as dit, mais en fait, j'avais jamais pensé. En fait, c'est que c'est le jeu est en lien avec le monde du casino. Tu parles des années 80, des années fric, et en fait, tu parles du pachinko, donc le casino japonais, que c'est un jeu de flipper, en fait, avec des anneaux qui représentent l'argent, etc. Et donc, tu as cette idée-là aussi de bien caler les jeux dans leur contexte de production. Et quelqu'un a évoqué l'article sur Tom Clancy dans Mediapart aussi. On parle de jeux réac par rapport au Tom Clancy. On va le lire tout à l'heure d'ailleurs après l'entretien, hein, justement pour faire un peu le fil rouge de ça. Mais tout ça pour dire que faut avoir cette analyse aussi de réintroduire le jeu vidéo dans son contexte de production, ce qui se fait pour toutes les autres formes d'art et pourquoi on ne le ferait pas pour le jeu vidéo. Ouais, moi en plus, je suis vraiment passionné du Japon, j'ai eu un déclic il y a quelques années en tombant sur un livre d'architecture, contemporaine, tu vois? Du Japon, de tout ce qui a été construit, au début des années 90. En gros, le Tokyo est complètement saturé et les architectes de la nouvelle vague d'époque, ils ont plus d'espace pour construire. Donc du coup, ils se mettent à construire, comme des intercalaires dans un classeur. Ils commencent à construire dans les petits interstices qu'ils trouvent, quoi. C'est le Et point de du départ de coup, à ce Yakuza moment-là, je me 0 suis d'ailleurs. pardon? C'est le point de départ de Yakuza 0 d'ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, les années fric d'ailleurs, où on tape les gens, ça fait des yens. Et du coup, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit: «Ah mais c'est incroyable, en fait, ce que je veux apprendre du Japon, en fait, je veux parler du jeu vidéo en m'instruisant sur le Japon tout court». Et du coup, j'ai commencé à lire des trucs, sur, l'école au Japon, sur, l'architecture, sur l'urbanisme, la spatialité, le zen, le bouddhisme, et cetera, et cetera. Et je me suis rendu compte à quel point la lecture des jeux que j'en avais changé complètement. C'est-à-dire qu'en fait, devant moi, après, j'avais plus un espace de jeu, j'avais un espace de jeu japonais. Et ça me permettait de comprendre, bah, en fait, tu vois, le lien qu'il y a entre les objets, que tu perçois en jeu, comment tu te déplaces. Parce que comment tu te déplaces dans un jeu vidéo japonais, c'est très différent d'un jeu, occidental. Et toutes ces petits détails, sans même que l'iconographie japonaise apparaisse aussi. Parce que souvent, quand on veut parler du Japon dans un jeu vidéo, on va se dire: «Ah bah là, il y a, telle, référence, telle iconographie, typiquement japonaise», et cetera. Mais au-delà de ça, c'est les choses un peu plus indicibles, c'est-à-dire, ce qui joue des fois dans la façon dont bouge le personnage, dont la façon dont est structuré l'espace, et cetera. Et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont purement, orientales, de l'Extrême-Orient, et que toi, tu avais jamais conscientisé parce que pour toi, ça te paraît fou, un peu bizarre. On dit très souvent, «What the fuck», tu vois? Pour parler du c'est normal au Japon, tu vois? Genre, mais alors qu'au contraire, c'est hyper normal, au Japon parce que on a en soi des repères spatiaux historiques qui sont liés à nos vies à nous. Je pense toujours à un truc pour prendre un point de vue purement français. Normalement, heu, tu vois, tout le monde en France a une idée, globalement, de l'odeur d'un château fort. De, l'odeur des pièces d'un château fort, parce que quand tu es gamin, tu vas visiter un château fort avec ton école ou je sais pas quoi. De l'odeur des tapisseries, de comment aussi est structuré un château fort de l'intérieur. Un japonais, il en a aucune idée. Donc du coup, quand il fait un château fort les japonais quand ils font des châteaux forts dans Dark Souls, dans le je sais pas, dans Ico de Fumetto Ueda ou des choses comme ça, ils font un château fort fantasmé. C'est-à-dire qu'en fait, ils le font d'après des photos, d'après ce qui se donne comme idée du château fort. Et finalement, c'est ce qui nous plaît à nous, en Européens, c'est que quand on joue à un château fort de Dark Souls de Hidetaka Miyazaki, et bah, on est hyper perturbé. On reconnaît pas, en fait, le château fort que nous, on connaît, tu vois? Et je pense que ça, c'est un truc hyper intéressant, c'est d'essayer d'aller creuser dans, vraiment qu'est-ce qui fait, ces spécificités et qu'est-ce qu'on aime autant? Parce que souvent, on n'arrive pas à comprendre ce japonisme, tu vois? Ce truc français d'adorer le Japon, tu vois? Parce que, on le connaît sans le connaître. Par la pop culture, par plein de choses et par le soft power japonais, quoi. Mmh mh. Et puis c'est hyper intéressant sur que tu prennes l'exemple de Dark Souls parce que c'est clairement une série de jeux qui ont eu c'est un regard, japonais sur la culture, européenne, occidentale en fait. Et pas mal de gens qui connaissent pas le jeu vidéo, qui voient ça de loin, ils pourraient penser que c'est un jeu qui a été fait en occident, mais en fait quand on creuse, on voit qu'il y a un regard, il y a un regard très différent, qui est sur, Je vais te dire juste un ouais, truc, vas-y. tu vois, moi, j'aime pas les chevaliers. Dans la vie, j'aime pas les Gauvin, la table ronde, tout ça. C'est un univers qui ne m'intéresse pas une seconde. Et pourtant, tu vois, le Seigneur des Anneaux, les elfes, enfin, horrible pour moi. Et pourtant, tu vois, ces jeux arrivent à me captiver,
alors que l'iconographie en tant que telle et c'est justement ce petit ingrédient, soit d'incompréhension, soit d'entre-deux en tout cas qui moi arrive à me fédérer à ces univers-là, tu vois? Je pense, Mmh mh. Et c'est aussi désolé, je t'ai c'est coupé. au-delà du contexte culturel, il y a aussi un contexte social, hein. On parlait là des années fric des années 80, il y a aussi une possibilité de percevoir quelque chose du contexte, social global dans la production de jeux vidéo et ça tu l'as fait aussi pour Sonic. C'est un Mmh. truc qui te tient à Bah, cœur tu vois, aussi? Ouais. typiquement Sonic, quand tu y joues, c'est pas effectivement le premier réflexe que tu as de te dire, «Peut-être ça parle du capitalisme». Non, mais Mais ça c'est paraît tellement quand tu l'as dit dans la vidéo, ça paraît tellement évident, que je me dis: «Oui, en fait, c'est logique». Mais c'est peut-être pas ils sont peut-être pas fait ça, consciemment ou, pour, ouais, faire passer ce c'est ça. message-là. Le but, c'est pas en plus de trouver une réponse à tout, quand je parlais tout à l'heure des poils pubiens dans Stellar Blade, il y a une part d'inconscient aussi, hein, quand on crée des choses, il y a une part de réflexe. On fait des choses aussi par habitude quand on dessine, parce qu'on est pétri de clichés, de stéréotypes et cetera, dans nos têtes aussi, quoi. Donc forcément, ça joue sans jouer, quoi. Je sais plus qui c'est qui disait, non, je crois que c'est Nathalie Crasset, c'est une designer, peut-être la designer, la plus connue, française la plus connue au monde. Elle dit que dessiner, c'est arrêter un choix et que du coup, elle passe beaucoup de temps, elle, à réfléchir, à écrire sur le design qu'elle veut produire avant de dessiner la pièce de design, le canapé, la chaise qu'elle va faire et cetera et du coup, c'est vrai que quand toi tu dessines, quand toi tu fais quelque chose, quand tu viens en fait aussi délimiter quelque chose que tu n'as peut-être pas totalement, réfléchi et je pense que c'est pareil en création, en game design, ce genre de choses. Et sur la production du jeu vidéo, comment toi tu perçois, les jeux actuels? Parce qu'on a aussi on peut aussi faire une critique, de la production et du contexte de production des jeux. On pense à Call of Duty, hein, il y a une campagne en ce moment, pour les Call of, un peu la production mainstream, elle dit aussi quelque chose de l'époque. C'est un truc qui t'intéresse aussi? J'ai vu que tu as fait Death Stranding 2 par exemple, qui est peut-être moins mainstream que ces jeux-là, mais, tu as aussi une analyse Mmh. à faire sur qu'est-ce qu'on représente en fait, comme on fait depuis des années sur le cinéma, en fait. Qu'est-ce qu'on représente dans les jeux et Mmh. pourquoi? Et qu'est-ce que ça dit de notre époque? Moi, c'est tout bête, mais je suis pas quelqu'un qui joue à beaucoup de jeux «indés» entre guillemets. Je suis pas sur des plateformes comme, tous les matins à tester des protos sur itch.io, sur Steam et cetera. J'aime le jeu vidéo grand public dans le sens, qui est million seller quoi, parce que même des petits jeux entre guillemets un peu moins mainstream, c'est quand même des jeux qui vont se vendre à des millions d'exemplaires quoi et bah, la production elle est pas belle, mais bon, heu, il y a le média Origami et notamment la Mardinale de Gotoz, qui est tous les mardis et qui parle d'actualité, du monde du jeu vidéo, mais actualité sous le prisme de ce qui se passe politiquement en fait pour les studios, les fermetures de studios, le comment se passe en fait vraiment l'industrie. Cette industrie elle est pas rose, surtout que, les conditions de travail, le crunch, c'est des choses qui ont été dénoncées depuis des années, qui ne alors je sais pas moi, je suis pas au contact des développeurs. J'ai beaucoup d'intermédiaires, mais tous les gens avec qui je parle sont plutôt, dans l'analyse que derrière vraiment, au charbon, quoi. Hem et surtout le problème, c'est qu'il y a une immaturité du regard du médium qui perdure. C'est-à-dire de dire: «Les développeurs sont des feignants», «Regardez tel jeu», bon, on peut en parler de, comment il s'appelle? Clair Obscur Expédition 33 qui est ce grand jeu français dont on va louer à mon avis dans une semaine, tous les louanges parce qu'il va être au Game Award de cette année, donc c'est la grosse cérémonie, de récompense du jeu vidéo et ce jeu qui a été fait par assez peu de personnes, par un tout nouveau studio, du sud de la France, va probablement être élu meilleur jeu de l'année aux Oscars du jeu vidéo, quoi et ça, typiquement, ça va être un exemple terrible pour tous ceux qui après, derrière, diront: «Oui, mais regardez ce qu'ont fait 10 personnes». Ils ont déjà commencé à être dans cette démarche-là. Alors que vous, chez Ubisoft, alors que vous, chez, je sais pas, pas quel studio et cetera. Je dis Ubisoft parce que C'est c'est un très bon ex souvent, c'est un bon exemple. voilà, le symbole de l'entreprise malade qui ne fait pas de bons jeux depuis est-ce qu'ils ont déjà fait des bons jeux Ubisoft? On ne sait pas. Tu vois? Il y Mais a justement sur bah la question de clair-obscur, c'est un discours qui revient beaucoup alors que finalement l'équipe est pas si resserrée que ça. C'est pas une grosse équipe d'un studio, triple, quadruple A, mais c'est quand même, ils ont quand même des sous-traitants en Corée du Sud, c'est quand même des gens qui ont de l'expérience, voilà, c'est pas non plus, 2 mecs dans un garage, quoi. C'est vrai que ce discours-là, tu as raison, revient beaucoup justement pour justifier aussi de s'en prendre à des plus gros studios, quoi. le storytelling. Moi, c'est ce qui m'embête, tu vois? Je sais que je veux faire ce jeu et en parler,
mais j'ai peur. J'ai peur parce que tu te dis pareil, quelles vont être les remontées si tu oses, être dans la nuance? Parce que le but, c'est pas d'attaquer ce jeu qui sûrement est hyper bien. Je J'ai plein de copains qui l'ont fait et j'ai plein de retours hyper positifs. Je connais même quelqu'un justement qui a travaillé dessus, qui est hyper sympa et qui est très content de cette expérience qu'il a passée sur le développement du jeu. Mais c'est surtout, voilà, comment un jeu peut devenir un porte-étendard et être récupéré par, par des niches, de groupuscules politiques qui ne se disent pas des fois politiques et qui sont majoritairement de droite et d'extrême droite. Hem Et typiquement, voilà un jeu qui n'est pas woke, voilà un jeu, qui est fait par des blancs, tu vois? Enfin, il y a un truc, Bah, ce que tu dis, ça me fait penser à, je sais pas si tu connais Invisible Jane, qui est le collectif Afro Gameuse, qui elle aime beaucoup Clair Obscur, mais elle a fait TikTok pour parler de la représentation des personnes noires dans le jeu, qui selon elle pose plusieurs problèmes et tout. Elle a fait une analyse tout en disant qu'elle aimait beaucoup le jeu, mais en fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fallu lire dans les commentaires? En fait, on voit qu'il y a cette espèce de mentalité de citadelle assiégée dans une partie de la culture jeux vidéo, ce qui rend peut-être aussi difficile de faire des essais sur des jeux plus mainstream, en tout cas qui ont des communautés assez engagées quoi, et politisées. moi, je sais que j'arrêterai jamais de défendre exactement ce que je veux dire. Il est pas question de se censurer, dans les propos. Je savais que pour Stellar Blade, c'était un jeu qui était défendu même par des gars qui ont des communautés pédopornographiques. Donc vraiment, faut imaginer les c'est assez terrible. J'ai perdu les noms des gars, mais c'est des communautés américaines assez dégueulasses, quoi. Et du coup, tu pourrais te dire: «Bon, on va pas au front». Surtout quand, entre guillemets, tu en plus, tu as pas une grosse audience de dingue. Quand tu te prends le fameux shitstorm, il peut très vite t'envahir. Donc j'imagine, il y a des camarades qui font ça. Je pense à Ash underscore, qui est une femme trans qui parle de jeux vidéo et qui, elle, met les 2 pieds dedans, dans ses analyses et qui n'hésite pas justement à prendre de manière frontale les problèmes de représentation dans le jeu vidéo, la blanchité, le concept de blanchité, et cetera. Je pense que psychologiquement, faut être prêt, quoi. Et c'est un travail à temps plein à mon avis de se lancer là-dedans. Pour autant, ça donne vraiment envie de s'accrocher et de faire ça. Hem Ne serait-ce aussi pour apporter de la nuance. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment, ouais, apparemment dans Expédition 33, il y a des tribus, ambiance Jacques Chirac, tu sais, genre ambiance, avec des totems et des machins, ça a pas l'air foufou, quoi. Ça a pas l'air dingue. Mais là, je parle sans avoir joué, donc ça se trouve en commentaire, on va me dire: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as pas fait, Ça se trouve, c'est très bien, sont très bien ces représentations africaines», comme si l'Afrique était un pays, tu sais, genre, on Mais de précise pas d'ailleurs toute façon, de globalement, quelle Afrique on parle. c'est sur la question de la critique et de la façon dont est perçue la critique, ce que dit Chalvus dans le chat, hein, faire comprendre aux droitards, mais globalement, en fait, pas que aux droitards, hein, que la critique n'est pas une agression, et souvent c'est pris comme ça Oui, mmh. dans le truc, et les gens ont même mal à comprendre que ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet total de l'œuvre en question, parce qu'on consomme toutes et tous des œuvres qui ont des représentations qui posent problème, et pourtant, on peut très bien les critiquer et continuer à apprécier ces produits culturels, quoi. Mmh. Et je pense que c'est ce qui est passionnant dans le regard sur le jeu vidéo, c'est qu'on n'a pas juste envie et on le voit, hein, le test a disparu. Tu vois? Le test, le gameplay, 14/20, musique, 17 et au final je mets 12. Voilà, je mets 12, au jeu. Tout ça, ce côté, cahier de notes, ça a beaucoup disparu au profit d'expériences, tu vois? Je parle d'expériences, au profit d'avis qui deviennent des expériences d'écoute. On parle je te disais de storytelling tout à l'heure, de regard politique. Tu vois, je peux te dire que quand j'ai une idée de vidéo sur un jeu, je me suis jamais dit auparavant, «Je veux en dire ça». C'est vraiment, sous le principe de l'épiphanie, tu vois? Il y a un moment donné où où tu joues au jeu et tu fais: «Ah! Ah ouais, là, il y a un truc à dire sur ça». Ou alors, a posteriori, je suis en train de lire un bouquin sur un truc du Japon, je sais pas quoi et je me dis: «Ah! Ah, en fait, là, ça me donne envie de parler de Metal Gear Solid». Tu vois? C'est tout bête, enfin, c'est vraiment plus dans ce regard-là que se posent les choses. Et c'est en ça que, des fois, quand on reçoit des commentaires en disant: «Mais, voilà, biais idéologique» ou je sais pas quoi, ou «Tu racontes ça parce que tu as un agenda politique derrière toi». Oui, évidemment, non, mais, c'est plutôt que vous savez pas à quel point souvent les gens qui font des vidéos, sur internet sont sincères dans leur démarche, dans le sens que vraiment, ils ont voulu défendre quelque chose
qu'ils ont porté en eux pendant longtemps. C'est-à-dire, on a pensé à ça, on a fait des recherches, on a écrit, on a monté sa voix et cetera. Tout ça pour en faire un essai, donc ça a pris du temps. Tout ça pour des fois 10 minutes, hein, de vidéo. Mais tout ça souvent, découle vraiment d'une démarche, hyper sincère. Je dis ça, bien sûr, il y a des contre-exemples énormes sur internet, mais Mais oui, je non, mais parle de du côté du bien. je veux dire, évidemment, c'est quand même beaucoup de travail et forcément, si on fait ça, en plus, sans forcément s'attendre à avoir des énormes retours en termes de vues, de Oui, vidéos et voilà. tout ça, on sait que Mmh l'idée, mh. ça va être de proposer une analyse, qu'on peut discuter, avec laquelle on peut ne pas être d'accord, mais qui va apporter quelque chose, à la discussion sur, le jeu vidéo comme produit culturel. Je vais revenir un peu en arrière sur les questions, j'ai trouvé une question de Uli Kumi dans le chat qui est assez intéressante. Quand on parlait du décalage de perception, par rapport au Japon, soit le regard du Japon sur l'Europe ou le regard de l'Europe sur le Japon, est-ce que, on peut imaginer ce même décalage entre les jeux européens et les jeux, produits en Amérique du Nord? Est-ce qu'il y a un type de jeu, européen? Je pense que c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant. Mmh. Bon, mais des studios européens, français ou, c'est des projects en Pologne, voilà des est-ce qu'il y a cette perception-là aussi qui existe? Excellent sujet de vidéo, je te propose de le faire, Host, Sujet sur gratuit, ton temps voilà. libre. De toute façon, il y aura toujours un décalage et moi, ce que j'aime aussi beaucoup, tu vois, par exemple, je me suis spécialisé dans le Japon, mais je ne parle pas japonais. Tous les livres que je lis sur le Japon, qui parfois ont été écrits par des Japonais, parfois par des Européens, des universitaires et cetera, sont en français. Donc il y aura toujours un décalage et une part de fantasme et ça, c'est hyper intéressant parce que, je pense que notre regard aussi de Français sur, le Japon, il a un intérêt qui n'est pas, qui est différent de l'appropriation culturelle, qui est plus un truc genre de fantasme, de rêve et en même temps d'obsession. Il y a un truc un peu comme ça et en voulant le regarder, il faut toujours garder la pincette de enfin le la guillemet de en fait, j'en sais rien, je vous dis tout ça, mais ça se trouve, une dizaine de personnes, japonaises qui regarderaient ma vidéo se foutraient de ma gueule et me disent: «Non mais tu es allé beaucoup trop loin», machin et cetera et c'est sûr qu'en tout cas, le soft power américain, a nourri le jeu vidéo européen, de de ses repères. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu vidéo, américain, il a été construit en partie par les Japonais aussi. Parce que, le quand on reprend, la bataille entre Nintendo et Sega dans les années 90, Sega était plus Sega of America et Nintendo of Japan. En fait, les jeux qui étaient produits par Sega étaient faits par des codeurs au Japon. Donc, et même les jeux Disney, par exemple, tout ça, enfin tous les grands jeux, ont été faits par Sega, Konami et cetera. Puis même aujourd'hui avec Donc, Sony, on peut dire Sony est plus une image, nord-américaine alors que la société est japonaise, quoi. ça n'a aucun sens, tu vois? Donc, je pense que tout est un peu dans tout, même si évidemment, je sais pas, quand tu fais un il y a un il y a un, il y a un mouvement, dans le jeu vidéo un mouvement que tu peux faire avec la manette, qui s'appelle le dash. Le dash, c'est une espèce d'avancée rapide de ton personnage. Genre, il fait vraiment, c'est entre le saut et le pas de course, quoi. Vraiment, tu avances de 5 mètres en juste appuyant sur un bouton. Le dash, c'est un truc purement japonais. C'est un truc que tu retrouves dans beaucoup de jeux, japonais et quand un studio européen ou américain, fait un dash dans un jeu, souvent, il y a pas le même feeling. Et quand dans un jeu, tu as un dash qui paraît, hyper japonais, tu te dis: «Ah ouais, ils ont réussi à recréer les sensations de là-bas», tu vois? Genre, il y a un truc un peu comme ça. J'ai des idées de jeux, européens en tête qui ont réussi ça et je crois que c'est Fury, par exemple, de Game Baker Studio, qui avait un dash, hyper précis, hyper japonais, hyper arcade, dans cet esprit arcade. Donc je pense que c'est dans des détails comme ça que tu vois les différences et malheureusement, je suis pas assez, spécialisé justement dans le jeu vidéo grand public, américain. Moi, après, je dirais que le vidéo occidental, il est pas mal perturbé de menus, de compétences, de loot, de choses que j'apprécie pas forcément et qu'on retrouve beaucoup moins dans le jeu vidéo japonais. D'une architecture souvent assez massive. Le jeu maintenant, il doit proposer, hem, des dizaines de sous-menus, des dizaines d'options, de quêtes annexes, de missions journalières qui reviennent, qui te ramènent vers le jeu, de transactions, pardon, de petits objets et cetera. C'est des choses qui sont installées depuis, je sais pas 15 ans maintenant et qui sont toujours là et qui sont d'ailleurs assez critiquées, hein, de part et d'autre et c'est ce qui d'ailleurs mène, je pense, les gens dans l'industrie à se plaindre énormément des conditions de travail parce que je pense que quand on est 300
300 personnes sur un jeu, plus des studios d'outsourcing qui font des textures, de l'animation. Donc, si on devait ramener la quantité de personnes, on approche les 1000 personnes sur un jeu et cetera. Tout ça pour, en fait, produire un jeu qui est trop gros pour son propre bien, qui ne sera pas joué par l'ensemble des joueurs, alors qu'on aurait pu avoir une proposition à l'os un peu plus, beaucoup plus radicale et qui plaise tout autant. Heu, c'est un peu une incompréhension, Ouais, quoi. d'ailleurs, je vous conseille, la vidéo à ce sujet des Échos qui a une très bonne série, sur les différents business drama, je crois, ça s'appelle la série et ils ont fait un épisode sur Ubisoft où ils expliquent bien justement Excellent. Mmh. ce process-là et pour moi, c'est un truc très américain, très capitaliste à l'américaine de vouloir mettre tout dans son produit, que ce soit tout, tous les potards soit au maximum et ça m'amène au thème suivant, la question suivante, c'est que la question, du jeu vidéo comme produit artistique est encore débattue. Ce qui est pas forcément le cas, au cinéma, ce qui est pas du tout le cas pour la peinture, pour la musique. Et pourtant, on se peut se demander pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a cette partie très industrielle, très mercantile, avec les microtransactions, ce genre de choses, ou est-ce que c'est simplement parce que c'est pas perçu comme quelque chose de noble, à ton avis, toi? C'est comment tu l'entends, toi, cette espèce de difficulté à déterminer que le jeu vidéo est un art? C'est marrant parce je pense qu'il y a 10 ans, quand tu faisais une vidéo sur ça, tu faisais une vidéo, où les gens disaient: «Ça fait réfléchir», hein? Alors que je pense que quand même maintenant, ça serait un sujet hyper bateau. Vraiment. La première réponse c'est «oui» et ensuite, on avance, quoi. Sauf que, ça, c'est l'opinion de ceux qui jouent. Je pense qu'il faut passer un siècle, le temps que tout le monde, toutes les générations jouent, et surtout, c'est pas ça, parce que toutes les générations jouent, mais surtout que tout le monde soit né, le fameux digital native, que tout le monde soit né avec le jeu vidéo. Là, maintenant, on commence à avoir 50 ans et à être né avec le jeu vidéo. Moi, j'en ai 37, tu vois? Donc, on est à peu près, dans le dans les 10 premières années du lancement du jeu vidéo et du coup, je pense que la question ne se posera même plus quand tout le monde sera né avec cet outil comme étant quelque chose de normal. Parce que le jeu vidéo, ça a été un objet punk pour nos parents, tu vois? Moi, quand j'étais gamin, que je voulais jouer aux jeux vidéo, c'était hyper transgressif, ma mère s'inquiétait, et cetera. De nos jours, par exemple, moi, j'ai des enfants, je m'inquiète pas qu'ils jouent aux jeux vidéo, je m'inquiète qu'ils jouent aux jeux en ligne. Mmh. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma fille, parce qu'elle est en âge de jouer, qui a 7 ans, je veux pas qu'elle joue, massivement en ligne, à Fortnite ou à des expériences free to play. Je veux pas qu'elle joue à Genshin Impact. Je veux qu'elle joue à Final Fantasy, à Mario, en fait, à des expériences qui sont fermées sur elles-mêmes. Parce que moi, j'ai jamais été un consommateur de jeux en ligne et que, en tant que prof, je vois beaucoup d'élèves, qui ont, mis, 1000 balles dans Fortnite au gré de 3-4 ans et cetera, qui ne jouent qu'à ça, et qui, ont une consommation du jeu vidéo qui n'a aucun rapport avec la mienne, ce qui est hyper marrant d'ailleurs. Donc c'est vraiment comme les séries, comme le cinéma, comme l'art en général Mais ça, c'est intéressant aussi que tu parles de et ça parce que, ça pose aussi la question de jusqu'où on peut aller parce que ce modèle économique-là de certains jeux, c'est un modèle qui s'apparente à du casino pour enfants. D'ailleurs, certains pays l'ont très bien compris Roblox. ils ont interdit les loot box, en Belgique notamment. Quel est le lien avec le milieu artistique à ce moment-là, si on est sur, des machines à sous pour mineurs, quoi? Ouais, les machines à sous pour mineurs. Bah, après, c'est toujours pareil, à un moment donné, ça cessera bien aussi. Ça prend du temps parce que je pense qu'il y a vraiment un manque d'intérêt des politiques, même si de temps en temps Macron fait un peu de soft power en serrant la main, enfin en serrant la main, en allant voir, le créateur de One Piece et en faisant, comme ça, en félicitant, bah, justement Clair Obscur. Là, il va pouvoir se pavaner et nous dire, qu'il est trop content, de remercier la création française. Il l'a déjà fait avec un tweet, pour les féliciter et cetera. Donc, déjà, il y a un truc comme ça qui est que de l'image. Hem, à côté de ça, juste en parallèle, je fais une parenthèse, mais tu vois, par exemple, il y a le premier musée du jeu vidéo là qui s'ouvre, par l'association Emo5, qui ouvre un premier musée français, du jeu vidéo et qui va être exceptionnel dans le sens que, ça va être un musée permanent dans lequel tu vas jouer et cetera. Là, il est peut-être même il est déjà ouvert là, en tout cas, je crois qu'ils ouvrent ce mois-ci. Donc l'acceptation en tant qu'art, passe aussi par cette institutionnalisation du jeu vidéo, d'entrer quitter la culture populaire pour les bourgeois aussi, hein. Forcément, quand les bourgeois, commencent à dire: «Dark Souls?
c'est de l'art, voilà. Donc ça joue aussi forcément, hein, Exemple pris on totalement au participe hasard. oui, on participe en tant que dès qu'on intellectualise aussi un petit peu le jeu vidéo, on participe à ce que les bourgeois, s'y intéressent aussi, donc c'est toujours un petit peu entre 2 aussi cette position. Mais, ce que je voulais juste te dire, tout à l'heure avec mes enfants et la peur, du jeu massivement, multijoueur, c'est que les mes enfants se posent, qui auront du coup probablement transgressé ce que j'ai dit, en jouant du coup massivement à des jeux chinois, en ligne, heu, me diront: «Mais papa, fallait pas t'inquiéter, tu vois bien». Donc je suis moi-même en fait en train de reproduire un truc qu'a fait ma mère avec moi en me disant, «C'est quoi ces beat'em all sur Mega Drive? C'est hyper violent». Tu vois? Donc la question se posera plus, dès lors que tout le monde sera né avec le jeu vidéo et que ça sera normal qu'il soit là et qu'il aura tout renversé parce qu'on le voit déjà, le même si le support physique meurt du jeu vidéo, ce qui n'a d'ailleurs plus vraiment de sens d'avoir une boîte vide, dans ses étagères, si ce n'est pour le plaisir de les avoir, au contact, au regard, tu vois? Heu, le jeu vidéo est déjà un art et après il lui reste, comme beaucoup de choses dans notre vie, beaucoup de législation à avoir, de choses à trouver. Je sais par exemple que tu vois, on est revenu, en arrière sur les législations en rapport avec, le temps d'écran pour les enfants, ce genre de choses. Avant on disait: «Il faut pas de jeux vidéo avant tel âge pour les enfants», alors que la télé c'est OK. Et là, ils sont revenus dessus en disant, que justement les jeux expérience fermée, sans jeux en ligne et cetera, bah, en fait, c'était plutôt pas mal en temps limité par semaine et à partir de tel âge, tu vois? Imaginons 6 ou 7 ans, parce que, ça développe les réflexes, les prises de décision, le goût pour les histoires, la narration et cetera. En fait, il y a plein de choses hyper belles, donc on voit bien que ça évolue beaucoup sur, en réflexion sur les médecins là, donc ça la psychologie de l'enfant et cetera. Le développement, de la motricité fine, par exemple. On parle de, je pense que les personnes qui font, du gaming, de manière, hyper forte, ce sont des personnes qui ont des réflexes, tonitruants, quoi. Ça dépend du jeu, mais Donc oui. Moi, je joue voilà, beaucoup à Pokémon, sur j'ai pas développé mes Animal Crossing réflexes. voilà. Je te Ah propose ouais, qu'on il reste 5 petites minutes, je voulais oui, juste, pour terminer, revenir un peu au début de cet entretien, sur la question de la création et tout ça, parce qu'on a beaucoup parlé de jeux vidéo et je pense que les gens ont un peu compris ce que tu faisais, en termes d'essais. J'ai mis le lien de ta chaîne dans le chat. Moi, si tu voulais regarder les archives, hein, de Pierre, c'est disponible sur sa chaîne YouTube et là, donc, on parlait de lancement de ta nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle donc, Gringala, qui est déjà là. Je vais mettre le lien. Bon, pour l'instant, il y a pas de vidéo, mais si vous voulez vous abonner, hein, pour voir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu vas faire sur cette chaîne? Est-ce que tu as déjà des idées en tête, des projets, une direction peut-être un peu différente de ta chaîne précédente? exactement. L'idée, c'était de revenir, dans cette dynamique de temps long qu'on évoquait tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'aller là-dedans encore une fois. C'est de proposer cette fois-ci, plus un format qui sera Gringala, qui seront des vidéos un peu plus massives de, 40-50 minutes, quelque chose comme ça et qui seront des vidéos encore plus travaillées. Alors c'est tout bête, mais je le dis dans la vidéo de bilan des 10 ans, c'est que très souvent quand je fais une vidéo, je joue à un truc, je me dis: «Tiens, allez, je me cale 3 jours où je fais le montage» et après je balance la vidéo. C'est quelque chose de très éphémère dans ma vie, en fait. Et du coup, là, c'était l'idée plutôt de faire traîner les choses et d'avoir des projets un peu plus long cours, qui s'approchent aussi d'une forme un peu plus documentaire, donc pourquoi pas avec des invités, avec des sujets un peu plus bossés. C'est aussi mon expérience sur les livres que j'ai écrits qui m'a donné ce goût-là, parce que, quand j'ai écrit des livres sur Final Fantasy VII, remake, ça m'a donné ce goût de la recherche, de se mettre pendant 6 mois sur un seul sujet et de se dire: «Voilà, pendant 6 mois, je ne pense qu'à ça, je ne joue à rien d'autre et je me documente et j'écris sur un sujet» et ce temps long, il est hyper intéressant parce qu'on ressort avec des choses qu'on n'aurait jamais vues avant. Ce qui nous donne d'ailleurs une perspective un peu étrange, c'est de se dire: «En fait, tous les jeux auxquels je joue, c'est pas que je les méprise, mais en y jouant 10 heures, j'ignore en fait beaucoup de choses sur eux» et cette démarche d'avoir passé 6 mois pour l'écriture sur un jeu, bah, ça te révèle des choses que tu aurais jamais vues et du coup, je me suis dit qu'avec Gringala, ça allait être un petit peu ça. C'est prendre un sujet à chaque fois pour une grosse vidéo, à plus travailler aussi en termes de motion design. Moi, j'ai une formation de graphiste à la base. Je suis designer graphique et du coup, de mettre un peu plus en avant cette corde à mon arc que j'utilise pas si souvent que ça, à savoir faire de la typo, faire un petit peu, voilà, de l'habillage visuel un peu joli et c'est des choses qui me manquaient, que j'ai pu faire par le passé
Donc j'ai vraiment envie que ça soit de belles vidéos un peu bijoux qui restent un peu plus qu'une vidéo éphémère de 10 minutes qu'on regardera qu'une seule fois dans sa vie. L'idée, c'était aussi d'approcher ce contenu catalogue. Alors on parle de contenu catalogue depuis quelques années. Ce sont ces fameuses vidéos que vous regardez, chaque hiver, au coin du feu, comme quand vous relancez, toute la série, Chroma de, Karim Debache, par exemple, hein, qu'on regarde parce qu'elles nous font rire, parce qu'on les aime, quand vous faites, quand vous revoyez toutes les vidéos d'ouvrez les guillemets, heu, Je sais pas pour si voir je le les ferai. évolutions de coupe de cheveux et cetera. Donc j'avais envie, voilà, d'aller dans quelque chose d'un peu plus durable aussi et puis tester aussi, bah, voilà, tout bêtement cette nouvelle algorithmie de YouTube. Peut-être met en avant un peu plus les nouvelles chaînes, les contenus frais, un peu comme je suis sur TikTok. On verra si c'est le cas et on peut faire le bilan dans 10 ans si tu veux, Host. On fera un bilan, on fera un bilan. Bah, c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas, Pierre, d'avoir été là. Je remets ta chaîne originelle, l'ancienne chaîne pour que les gens puissent voir un petit peu ce que tu fais, évidemment et on se retrouve donc sur ta nouvelle, chaîne, Gringala. On lui souhaite évidemment du succès, mais pas forcément du succès en termes de vues, mais du succès, heu, au sens large. Voilà, comme on en parlait tout à l'heure. Merci beaucoup. Heu et je te souhaite une très bonne journée. Je te remercie encore d'être venu et puis nous, ici, on se retrouve dans 5 minutes après une petite pause pour la revue de presse. On va continuer à parler de jeux vidéo, mais sur, un article de Mediapart cette fois-ci. Bah, je vous dis à tout de suite tout le monde et merci encore à toi. Allez, petite Merci à pause. toi. Salut.